Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'entretien téléphonique du chef de l'État sénégalais Macky Sall avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont entretenus ce 9 mars alors que le conflit en Ukraine perdure. L'actuel président en exercice de l'UE entendait solliciter un cessez-le-feu durable. Le télétravail et l'intérim désormais encadrés au Togo, une nouvelle réglementation qui découle de l'adoption de 2 décrets en Conseil des ministres tenus le 7 mars. Et puis la transformation du manioc face à l'insécurité alimentaire à Madagascar. C'est l'une des initiatives prises par un groupe de femmes faisant partie de l'association Miraina, initiative qui leur permet de constituer des réserves de nourriture. Alors que le conflit en Ukraine ne cesse de prendre de l'ampleur, le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est entretenu ce 9 mars avec son homologue russe Vladimir Poutine. Son but, solliciter un cessez-le-feu durable. L'actuel président en exercice de l'Union africaine a par ailleurs salué l'écoute et la disponibilité du dirigeant russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Les précisions de Joël Ballot et Absan Bibo. L'appel à l'aide des millions d'Africains bloqués au milieu du conflit ukraino-russe trouve un écho favorable. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine le 9 mars 2022. Il appelle au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à des négociations politiques et au cessez-le-feu qui mettent en péril la vie de millions de personnes depuis le 24 février 2022. Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le président Poutine en ma qualité de président de l'Union africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine. Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Pour une sortie de crise efficace, plusieurs pays africains ont établi des ponts aériens avec l'Ukraine. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal se sont mobilisés pour l'envoi de vols spéciaux en direction de l'Ukraine. Objectif, le rapatriement des étudiants et familles bloquées à la frontière ukrainienne. Cet échange téléphonique intervient dans un contexte de dialogue de sourds entre les Occidentaux et la Russie. Donc on peut voir déjà le repositionnement diplomatique de l'Union africaine dans le cadre de la résolution de ce conflit et dans le cadre d'un repositionnement diplomatique permettant à l'Union africaine d'être la troisième voie en cas de blocage dans le cadre des négociations entre les États-Unis, l'Europe et la Russie. Il ne faut pas également oublier que l'Afrique dispose d'une forte colonie notamment d'étudiants et les couloirs humanitaires qui ont été négociés entre la Russie et l'Ukraine, c'est un passage via la Russie à travers Moscou pour pouvoir rejoindre les capitales africaines. Plusieurs pays, à l'instar du Cameroun, recommandent aux ressortissants de se rapprocher des ambassades nationales en Ukraine ou dans les pays frontaliers pour une prise en charge. Ils interpellent la Russie sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine dans l'optique d'une recherche de solutions concertée et en retour rapide à la paix. Dans l'actualité également, la lutte contre la mauvaise gouvernance à Djibouti. C'est dans cette optique que les autorités ont mis en place une opération main propre, opération qui a permis de révéler au grand jour un réseau de détournement de fonds dans les rangs du ministère du Budget. Plusieurs personnes ont ainsi été arrêtées, parmi elles Abdul Karim Adencher, l'ancien ministre du Budget qui a finalement été libéré après sa garde à vue. Pour certains experts, son arrestation était synonyme de représailles contre un adversaire du président Ismaïl Omar Guelleh. Au Soudan, les manifestations sont désormais interdites dans le centre de la capitale, une mesure actée par le comité de coordination de la sécurité de l'État de Khartoum. Mais cette décision pourrait néanmoins raviver la colère de la population qui manifeste régulièrement pour protester contre le régime militaire. Marie-Raphaël Antolo. Les autorités soudanaises interdisent désormais les rassemblements dans le centre de Khartoum. Cette décision a été annoncée via un communiqué à la suite de l'appel de manifestations populaires des comités de résistance pour exiger un régime civil. L'interdiction des manifestations au Soudan est motivée par la ferme volonté du pouvoir militaire soudanais de juguler l'ampleur des manifestations initiées par la société civile, lesquelles manifestations ne désemplissent pas jour après jour, semaine après semaine, mois après mois.
D'après le comité de coordination de la sécurité de l'État de Khartoum, dirigé par le gouverneur de Khartoum, Ahmed Othman Hamza, la zone centrale de Khartoum est une zone réglementée de la voie ferrée au sud au commandement général de l'armée à l'est et s'étend jusqu'au Nil. À cet effet, les rassemblements n'y sont pas autorisés. L'objectif principal du pouvoir soudanais, c'est de se doter d'outils juridiques pour la répression des manifestations, parce qu'ils usent déjà des outils policiers et pourquoi pas militaires. Maintenant, il faut avoir aussi un outil juridique pour briser ces mouvements. Soulignant que c'est depuis le 25 octobre 2021 que le Soudan est témoin de manifestations contre les mesures exceptionnelles imposées par le chef militaire Abdel Fattah al-Burhan. Ces mesures concernent notamment la déclaration de l'état d'urgence et la dissolution du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres. Dans l'actualité également, une nouvelle zone industrielle pour la Côte d'Ivoire. Ce futur site situé à San Pedro, au sud-ouest du pays, sera édifié sur un terrain d'une superficie de 540 hectares. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié à l'issue d'un conseil des ministres tenu ce 9 mars. Objectif, selon ce même document, soutenir le développement industriel de cette ville portuaire qui fait l'objet de demandes croissantes de terrains industriels. Un projet d'envergure qui entre dans le cadre du plan national de développement. Le Togo met à jour son code du travail lors d'un conseil des ministres tenu ce 7 mars. 2 décrets ont été adoptés. Avec ces 2 textes, le télétravail et l'intérim sont désormais encadrés. Des directives qui, selon le gouvernement, prennent en compte le développement des entreprises qui ont dû repenser leurs activités face à l'avènement du coronavirus. Samantha Sabero-Sabobanga. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code du travail voté le 29 décembre 2020 au Togo, l'exécutif a adopté le 7 mars 2022 2 décrets encadrant le télétravail et le travail intérimaire. En Conseil des ministres, le gouvernement dit avoir tenu compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales et en application du nouveau Code du travail. Le présent décret détermine les conditions et modalités régissant le télétravail ou le travail à distance. L'avènement de la Covid-19 a apporté un bouleversement en touchant tous les secteurs d'activité économique, dont le marché d'emploi aussi est également touché, dans la mesure où, avec la crise Covid, avec les mesures de distanciation, il va falloir à un moment donné que les employés travaillent à distance et délivrent les résultats à distance. Donc cette manière de travailler a conduit donc à une nouvelle réglementation. C'est ce qui justifie le fait que le Togo ait adopté effectivement ces tests-là pour encadrer un peu les tests ou bien la réglementation du marché du travail au Togo. Composé de 378 articles, le nouveau Code du travail a remplacé la législation de 2006, devenue obsolète face aux multiples mutations connues par l'écosystème du travail au Togo ces 16 dernières années. Le décret organise également les conditions d'un service minimum obligatoire et prévoit un régime de réquisition pour les secteurs essentiels. Je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à ce que les difficultés relatives aux rémunérations, puisque pendant longtemps c'est le travail présentiel qui prévalait. Aujourd'hui, avec le travail à distance et l'intermédiation sur le marché du travail, il va falloir qu'il y ait une nouvelle réglementation pour éviter qu'il y ait des contentieux au quotidien. Le gouvernement togolais vise à travers ce texte de 2020 à rénover, innover et consolider les dispositions déjà prises en vue de renforcer les droits des travailleurs et le dialogue social, d'améliorer le climat des affaires en créant un cadre incitatif pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Alors le sud de Madagascar est confronté à sa pire sécheresse depuis 40 ans selon l'ONU. La transformation du manioc est l'une des solutions prisées pour constituer des réserves de nourriture. C'est en tout cas une technique à laquelle s'adonne un groupe de femmes dans la région d'Androy. Elles font partie de l'association Mirai Ina qui leur a aussi permis d'acquérir leur indépendance financière. Un sujet de la rédaction. Couteau en main, elles s'activent pour transformer le manioc en gari. Ces femmes issues de la région d'Androy située au sud de Madagascar ont un point en commun. Elles font partie de l'association Mirai Ina, une structure qui a eu un impact majeur sur leur vie. En plus de subvenir aux besoins de leur famille, cette association leur a aussi permis de devenir financièrement indépendantes.
Ma vie a changé car maintenant, mes 5 enfants vont à l'école. J'ai également pu développer des compétences dans le secteur de l'artisanat. Nous n'avons plus besoin des hommes, nous sommes indépendantes. L'association Miraïna fait aussi office de protection face à un fléau qui ravage le sud de Madagascar, la sécheresse qui impacte sévèrement la population. Selon le Programme alimentaire mondial, plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave dans cette partie de la Grande Île. Face à cette situation alarmante, la transformation du manioc est l'une des solutions prisées pour constituer des réserves de nourriture. Et nous pouvons faire la transformation et stocker pendant 3 années. L'idée est que s'il y avait une mauvaise temps ou la crise qui passe, au moins nous avons déjà un stock à la maison ou disponibilité de nourriture pour les enfants. C'est ça l'idée de cette transformation de manioc en gari. D'après l'ONU, Madagascar est actuellement confronté à sa pire sécheresse depuis 40 ans. Un fléau qui touche davantage le district d'Ambo-Vombe-Androy. En 2021, il concentrait des taux de malnutrition aiguë de 27%. Nous nous envolons à présent pour la Côte d'Ivoire qui organise actuellement la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Un événement placé cette année sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Le Massa est donc l'occasion de découvrir des savoir-faire. Nous retrouvons sur place notre correspondant Ange Bijou Nomenio qui est allé à la rencontre des festivaliers. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans cette rubrique consacrée aux festivaliers du jour. Nous sommes au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et je suis en présence de Maria Dion qui fait une exposition de café. Peux-tu nous présenter les produits que tu exposes au Massa ? Sur le Massa, j'expose du café parce que je suis caféologue, je suis analyste qualité sur le café, je suis torréfactrice. Donc j'ai des cafés de Côte d'Ivoire, j'ai 7 cafés différents de Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi des cafés d'autres pays, des Arabicas. Et la particularité ici, c'est que nos cafés sont, ce que les clients nous disent, les cafés sont très bons parce que ça découle du processus en fait de sélection de nos cafés tout au long de la chaîne de valeur du café. Au moment de la récolte, on va sélectionner les meilleures cerises. Après, on va éliminer tous les défauts ou tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le résultat en tasse. Au niveau de la torréfaction, on va choisir une torréfaction artisanale, une torréfaction lente pour pouvoir développer les arômes du café. Et on va vraiment chercher les goûts et les choix de nos clients, leurs attentes pour leur proposer le meilleur résultat en tasse. Alors justement, les clients, comment est-ce que vous faites pour connaître leur goût, vous leur posez des questions, comment est-ce que ça se passe ? Donc, quand un client vient, déjà j'essaie de connaître ses habitudes en matière de café. Est-ce que c'est un client qui a l'habitude de consommer du café? Est-ce que c'est un client qui prend du café de façon occasionnelle? Quel type de café il prend? Et à ce moment-là, je sais sur quoi je vais l'orienter. Moi, j'ai des clients qui vont me dire moi, je ne veux pas que ce soit trop fort et tout. Je dis ok, à ce moment-là, j'ai 2 types de café à proposer. Au niveau des cafés de Côte d'Ivoire, on va aller sur un Arabusta qui est un café qui est très doux, qui est un hybride Arabica Robusta, qui n'a pas le côté très agressif qu'on peut retrouver dans le Robusta. Et en plus de ça, qui a des arômes et qui a une rondeur en bouche. Merci beaucoup Maria. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette rubrique du Festivalier du jour. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.